Voilà, ça s'appelle Halali et ça démarre page 161 du bouquin. Celui du Maïsbouk entendit de très loin les chiens esclaves des tenants de l'ordre raide. Ils aboyaient ensemble pour faire comme à la chasse, mais sans l'inquiétude de devoir affronter des bêtes fauves qui savent se défendre. Ils hurlaient leur mépris du gibier fragile qui fut apeuré sur de longues pattes, égaré, désordonné au point d'abandonner toutes sortes d'objets derrière lui. Les grands chiens avaient désormais bien compris leur rôle, répandre la peur durant les battues anthropophages de leur maître, et susciter des larmes et de la douleur. Parfois aussi, quand ils n'étaient plus tenus en laisse, déchiqueter un corps dans un moment de jeu. Les grands chiens loups se sentaient en communion avec leur maître. Ils se considéraient d'ailleurs plutôt comme les participants à un jeu de massacre que des chasseurs. Un jeu dont il suffisait de suivre les règles pour ne pas recevoir de coups de cravache. Une tristesse grave et intime se glissa en lui, jusqu'à enserrer son myocarde et obstruer sa gorge. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas ressenti ce sentiment d'accablement. Les humains gardaient d'immenses capacités d'invention pour susciter l'écœurement et le dégoût. Il en eut un discret vertige. Très peu de temps. Ses yeux de loup se plissèrent, et il aperçut au loin les chiens tenus en laisse. Il les huma, ce qui le fit grogner. Il se tassa sur lui-même, et sa mâchoire prit sa forme la plus allongée. Les animaux retenus par des brides pouvaient mériter quelquefois qu'on les plaigne. On les avait dressés à la schlag, humiliés, apeurés, attachés, mais le conditionnement les avait transformés, avilis. Ce qu'il entendait de leurs hurlements et de leurs pensées leur valait une infime compassion de sa part, diluée dans une aversion létale. Il savait que le gibier convoité n'avait aucune chance de s'en sortir. Il n'y avait là que des fuyards à bout de force et très peu de combattants. Tout autour, des centaines de bergers allemands s'étranglaient en tirant leurs maîtres chargés d'armes de guerre. Des Allemands raides comme des balais, flanqués de gendarmes et de policiers français, mandatés par le secrétaire d'État à l'intérieur du gouvernement de Vichy, un certain René Bousquet. Dos à la mer, les équipes canines se ruaient vers les rues de Saint-Jean et du Panier. Les mémés marseillaises des rues désignées hors du périmètre d'intervention se penchaient aux fenêtres pour examiner les tactiques germaniques. Marseille en avait déjà vu des gens en armes, mais ceux-là étaient fichtrement organisés et fiers de l'être. Méchants aussi, parce que tout le monde savait que les personnes cachées dans le quartier étaient majoritairement des femmes affolées, des enfants blottis contre elles et des vieillards résignés. D'autres Allemands, main dans la main avec leurs collaborateurs français, convergeaient pour boucler le secteur. Des milliers d'hommes. Très vite, ils commencèrent à extraire les occupants de toutes les bicoques, rue par rue, maison par maison, porte enfoncée par porte enfoncée, en tirant des bras et saisissant des nuques. Un passant au mauvais endroit au mauvais moment devient un vagabond, s'il n'a aucun papier sur lui. Une tête de juif, d'individu douteux, de qui résiste, de qui n'est pas net, d'homosexuel, d'ouvrier communiste, de méditerranéen ou autre, et on embarque. La consigne est d'épurer la verrue de l'Europe. C'est le nom donné au quartier ancien de Marseille par Heinrich Himmler. Il faut donc que le tri soit exhaustif. Des pleurs et des cris nourrissent l'ambiance d'invasion barbare, tandis que les méthodes germaniques segmentent minutieusement le chaos. Des listes sont dressées, on classe, on range, on met en route les files de prisonniers. Les chiens loups hument la cruauté distillée par les uniformes kakis. Bien qu'il s'agisse de leur maître, les animaux ne sont pas complètement rassurés et s'en tiennent strictement aux ordres reçus. Schnell, Schnell, il y a plus de monde que prévu à trier. Les quotas d'un mois ont été dépassés en une journée. La logistique est rendue compliquée. Il y en a même qui essaient de négocier à la Marseillaise avec les Allemands. Peine perdue, ces gens-là ne comprennent rien à Marseille. Et Marseille, c'est depuis longtemps qu'une administration parfaitement organisée est inamicale. Elle n'est pas automatiquement plus humaine. Beaucoup de monde se rend quand même. Mais les moins confiants ou les mieux informés restent retranchés dans les caves et les tunnels du Panier. Peu de Marseillais ont de bonnes raisons d'aimer la police. Alors, la police allemande. Encore des aboiements de soumission. Le quartier reste bouclé. Les Allemands commencent à poser des explosifs à intervalles réguliers. Le périmètre à épurer fait plus de 10 hectares. Ils ont jusqu'à début février pour s'y appliquer. Ils ne prennent pas souvent le temps de visiter les sous-sols des maisons. À quoi bon? Elles seront bientôt toutes rasées.
d'autant qu'il suffit d'attendre que le gibier sorte. Ce mois de janvier 1943 est pourtant bien doux à Marseille, bien plus qu'en Russie, où Stalingrad fait figure d'apocalypse. Et les nouvelles du front de l'Est circulent, même à Saint-Jean et au Panier. Alors, les Allemands se hâtent de clôturer le dossier marseillais. Ils font exploser toutes les maisons, durant plusieurs jours, à rythme régulier. Fini parti. Encore des femmes et des enfants qui sortent des cachettes. De longues listes de noms sont expédiées pour validation au siège de la Gestapo, rue Paradis. À aucun moment, ils ne cessent de brutaliser ceux qui ne portent pas d'uniforme, et les contrôles sont étendus à tout le centre-ville, encore plus de mollets à offrir aux morsures de chiens, plus de monde entassé dans des trains vers les camps de la mort. Durant la nuit du 23 au 24 janvier 1943, il les trouva. Une mère pâle et son enfant, au milieu d'un premier amas de maisons effondrées en marge du Panier. La jeune femme est terrorisée, mais elle a décidé de sauver le bébé qu'elle porte dans ses bras. Elle a laissé plusieurs des siens sous les pierres. Ils peuvent à peine échanger quelques mots entre les gravats, puis elle avance, la tête abaissée par sa petite fille, comme pour lui offrir une protection. Elle veut l'englober en elle. Elle accélère et s'oriente vers les passages obscurs, se blottit contre des murs, écoute attentivement et repart d'un pas pressé. Il y a des bruits d'Allemands et de chiens, mais ils ont l'air de s'éloigner d'elle. Elle court presque, prend de l'assurance, dans la nuit qui s'assombrit. Observe tout autour d'elle, rien. Étrangement, elle a senti qu'elle est suivie. Une masse sombre est en mouvement derrière elle, ça bouge sans se rapprocher. Qu'importe, un soldat ou un policier aurait déjà tiré. Elle s'éloigne de Marseille.